Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Jacques Van Helden, qui est bio-informaticien. Il a fait ses premières armes ici à l'ULB, outre un postdoc au Mexique. Jusqu'en 2011, il était ici parmi nous, donc tu connais bien le site, Jacques. Donc, Jacques va nous parler de la bioinformatique et de l'actualité de cette discipline dont il est un grand expert, puisque il travaille sur des approches statistiques et des outils informatiques pour analyser les séquences génomiques régulatrices et les réseaux d'interaction biomoléculaires. Hein, tu es donc professeur à l'Université Aix-Marseille et aussi coordinateur scientifique de l'Institut français de bioinformatique. Voilà, que de beaux titres pour une belle conférence. Bon, merci beaucoup d'être là. Eh ben, merci et merci pour l'invitation. En fait, ça me fait un grand plaisir de me retrouver dans l'amphi du forum où j'ai donné quand même pas mal de cours pendant une dizaine d'années. Et puis je vois aussi quelques visages de collègues, de gens de mon labo, des collègues de la faculté et mon professeur de physique de l'école secondaire, Madame Schleusner, que j'avais plus vu, à mon avis, depuis le millénaire passé. Mais donc je vais commencer la conférence et j'ai prévu une conférence en 3 temps. En fait, je vais un petit peu vous dire l'idée. La première partie, je vais tracer une sorte d'historique de la question de l'information biologique, où se trouve l'information, et en particulier l'information génétique, et ensuite en plaçant quelques jalons. Et ensuite, on va passer du 20e au 21e siècle. Et l'objet principal de cette conférence, c'est de montrer qu'il y a eu un changement d'échelle. Il n'y a pas vraiment eu ce qu'on peut appeler une révolution scientifique au sens de Kuhn, où on a changé de paradigme. On a posé les mêmes questions qu'auparavant, mais en les analysant avec une autre échelle qui est l'ensemble de tous les génomes, de tout le génome d'abord, et puis des génomes de millions d'individus. Et donc ça a d'une part des applications très intéressantes en recherche fondamentale pour comprendre l'évolution de l'espèce humaine, mais aussi des applications pour la médecine et quelques implications sur les enjeux éthiques, juridiques et sociétaux. Donc voilà, c'est un très large paysage. Alors forcément, ça ne va pas être exhaustif, hein. Je vais donner quelques petites touches comme ça sur les jalons historiques et quelques exemples d'applications pour laisser quand même de la place ensuite à une discussion ouverte. Alors sur les voies de l'information génétique, ce que j'ai trouvé, ce que je trouve assez intéressant de mettre en avant, c'est que pour moi, et s'il y a d'autres exemples, je serais intéressé, le premier cas dans la biologie où on fait vraiment une modélisation mathématique sur base de données biologiques et où on essaye vraiment de faire coller une loi mathématique sur des données biologiques, c'est un physicien qui l'a fait, il s'appelait Gregor Mendel, et c'était un moine, mais dont les principaux sujets scientifiques étaient la physique, et qui a fait un article qui est extrêmement connu, et où en fait il regarde les fréquences de transmission de caractères phénotypiques des petits points, la couleur du grain, la couleur du grain, sa forme, au fil des générations. Il compte, il dénombre, il a des données, et puis ensuite sur ces données, il applique un modèle mathématique. C'est une approche typique de physicien, et c'est un des seuls cas, c'est le seul cas, je crois, en biologie où on parle de lois, les lois de Mendel. À part ça, on parle de théorie de l'évolution, on parle de modèles, mais c'est le cas où on parle d'une loi au sens vraiment des physiciens. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, pour moi, c'est cet aspect-là, c'est vraiment un jalon historique extrêmement important. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à son époque, personne n'a compris l'intérêt de son étude, et donc pendant 35 ans, ça a été ignoré, et ces lois ont été redécouvertes indépendamment la même année par 3 groupes de chercheurs qui étaient dans des pays différents. Donc ça montre aussi un aspect intéressant de l'histoire des sciences, c'est qu'une découverte, elle prend sa place dans son temps. Et en 1901, en fait, l'époque, les questions scientifiques étaient mûres pour qu'on repose la même question, qu'on refasse des expériences sur des modèles différents, qu'on retombe sur les mêmes lois. Et à ce moment-là aussi, on a recherché, certains de ces chercheurs ont recherché et ont redécouvert qu'il y avait quelqu'un qui l'avait découvert 36 ans avant. Alors, le support de cette hérédité, ce qui était le support physique de cette loi mathématique, en fait, il a été démontré en 2015 par Morgan, un généticien de la drosophile, que le support physique de l'hérédité, ce sont les chromosomes, des petites corpuscules qu'on trouve dans les cellules, qu'on pouvait observer au microscope. Et ici, vous voyez un exemple de karyotype d'une drosophile. Donc, c'est un bon modèle génétique parce qu'il n'y a que 4 chromosomes. Ça se croise rapidement, ça met 20 jours à grandir et à être en phase de reproduction, ce qui est quand même plus rapide que les humains. Et donc, c'était un très bon modèle de laboratoire.
Alors chez l'humain, les chromosomes, vous savez tous sans doute qu'on a 23 paires de chromosomes. Et donc ici, vous voyez un karyotype. Donc sur l'image de gauche, vous voyez une lame microscopique où on peut observer effectivement des chromosomes qui ont été étalés. Et ensuite, en manipulant l'image, on les aligne les uns avec les autres et on voit bien qu'il y a des chromosomes de taille décroissante et on les a nommés chromosome 1, chromosome 2, chromosome 3, etc. Et ce qu'on voit tout au bout, en fait, ici, c'est le chromosome X et le chromosome Y. Et comme il y a ces deux chromosomes qui sont très différents, on peut déjà dire que cet individu-là, il est de sexe mâle. Alors ces chromosomes, ce qu'on voit sur les karyotypes, c'est une forme extrêmement compacte du chromosome, qu'on observe en fait que pendant un stade particulier de la division des cellulaires, c'est-à-dire qu'avant qu'une cellule ne forme deux cellules, elle réplique tout son matériel génétique et pour que ça puisse bien se séparer en deux cellules, c'est compacté et puis la division a lieu. Mais ce chromosome, en fait, cette forme de X, c'est un enroulement d'un enroulement d'un enroulement, c'est un super enroulement d'une molécule qu'on appelle l'acide déoxyribonucléique, l'ADN. Et cet ADN, en fait, il est composé de 4 types de petites molécules. Donc c'est un polymère de 4 molécules qui sont adénine, thymine, guanine et cytosine. Et ces molécules forment d'une part un polymère en s'associant successivement les uns aux autres avec des liaisons chimiques, mais aussi il y a une interaction par des ponts hydrogènes, donc une interaction moins forte entre deux brins d'ADN. Et cette structure de l'ADN, en fait, elle a été découverte en 1953. Donc sur base de cristallographie, c'était des images cristallographiques qui avaient été prises par Rosalind Franklin et qui ont été élucidées en fait. Donc il y avait plusieurs groupes qui travaillaient sur ce sujet à ce moment-là. Et en fait, ces cristallographies, elles ont été montrées à Watson et Crick et eux, ils ont compris, ils ont cherché aussi différents modèles et finalement ils ont trouvé un modèle tridimensionnel de la molécule qui permettait d'expliquer pourquoi on avait ce pattern de diffraction dans les rayons X. Et donc c'est eux qui sont aujourd'hui associés à la découverte de la structure de l'ADN. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand ils ont découvert cette structure de l'ADN, immédiatement ils ont souligné que alors cette structure, en fait, c'est justement qu'il y a cette double hélice. Et dans cette double hélice, chaque fois que sur un des brins de l'ADN, on a une thymine, de l'autre côté, on a une adénine. Et chaque fois qu'on a une cytosine, on a une guanine. Donc chaque fois, ce qu'on appelle un appariement de paires de nucléotides. Et en fait, ça veut dire que l'information, elle est là deux fois. L'information, elle est là deux fois parce que si je connais la séquence d'un des brins, je peux déduire de manière univoque la séquence de l'autre brin. Simplement, chaque fois que j'aurai un C, je mettrai un T. Quand j'aurai un A, je mettrai un T. Quand j'aurai un T, je mettrai un A de l'autre côté. Le C sera la contrepartie du G et le G la contrepartie du C. Donc on a une double copie de la même information et immédiatement, en fait, Watson et Crick ont dit il n'a pas échappé à notre attention que cette structure en double hélice nous permet de comprendre les mécanismes de réplication de l'information lors de la division cellulaire. Et de fait, ça a été confirmé ultérieurement par des tas d'études moléculaires. Donc aujourd'hui, on comprend très très bien que l'information, et ça consiste en fait en la succession des nucléotides. C'est vraiment ce qui fait le caractère informatique des gènes, c'est le fait qu'on a une séquence, qu'on appelle la séquence de nucléotides, et pour chaque gène, il y a une séquence particulière, et le fait qu'elles soient en deux copies permet de transmettre aux générations suivantes, donc c'est la transmission génétique de l'information. Mais après, la question, c'est cette information, comment on l'interprète, comment on la lit, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, une grosse partie des gènes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais une grosse partie des gènes, en fait, sont du code pour des protéines, c'est-à-dire qu'ils servent de modèle pour synthétiser une autre molécule, qui est une protéine. Et les protéines sont les effecteurs moléculaires des cellules. Donc, parmi les protéines, il y en a par exemple qui sont des enzymes. Il y a une grande partie des enzymes, chez l'humain, il y a 1 millier de protéines qui sont des enzymes. Et chaque enzyme va permettre de catalyser une réaction particulière, par exemple de consommer du sucre, ou de produire du sucre, ou de dégrader l'alcool, de dégrader un médicament. Il y a d'autres protéines qui sont des transporteurs, qui permettent, par exemple, à nos cellules d'importer du sucre qui aurait été digéré dans notre système digestif et puis d'importer de l'énergie à l'intérieur de la cellule. Il y a d'autres protéines qui servent de régulateurs, qui servent aux cellules à s'adapter aux changements de conditions de leur milieu. Donc je ne vais pas vous montrer tous les exemples, mais en tout cas, cette structure protéine, c'est
sur base de la compréhension du lien entre la séquence, la structure, qu'on peut comprendre la fonction. Et la première étude, je trouve c'est aussi assez frappant, c'est que la première fois où on a observé une structure moléculaire d'une protéine, c'était un travail de thèse, en fait, c'est un jeune homme qui est allé trouver un prof en Angleterre, il s'appelait Perrout, et il a dit, je voudrais faire une thèse avec vous, et le prof lui a dit, je n'ai pas de sujet de thèse pour vous, mais vous pourriez aller voir mon collègue qui a un sujet de thèse. Bon, il est allé trouver l'autre collègue, ce n'était pas vraiment son premier choix, et il lui a dit, je vais te proposer un sujet, c'est de caractériser la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine, donc c'est de la biochimie, il faudra faire un cristal d'hémoglobine, et puis quand on aura ça, on fera des rayons X, un petit peu comme ce schéma-ci, et puis à partir des rayons X, on va essayer d'inférer quelle est la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine. Et donc Perrout s'est lancé là-dedans en 1936, il l'a réussi en 1959, donc ça lui a pris 23 ans. Alors il a passé la thèse auparavant, effectivement, mais c'est vraiment le premier travail de grande ampleur pour caractériser une structure de protéine. Et il a eu le prix Nobel, pas tout seul, en fait, avec quelqu'un d'autre qui était Kenjo, qui lui a commencé beaucoup plus tard, mais qui a pris une protéine qui était 4 fois plus simple, ou qui était plus simple, parce que c'était la myoglobine. Et vous voyez ici leurs deux publications, en fait, une photo de chacune de ces publications, et c'est assez intéressant parce que les modèles, à l'époque, le modèle de la structure, dans le cas de Kenjo, c'était un boudin de plasticine replié pour montrer son modèle, et c'était pas un dessin, un beau dessin comme ici, qui est très schématisé aussi, de l'ADN, c'était vraiment un modèle tridimensionnel, un boudin de plasticine. Et Perrout, lui, c'était des petites pastilles qu'il a collées comme ça pour montrer l'espace qui était occupé par la protéine. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec les outils informatiques, et je vais vous montrer juste une petite animation ici, c'est l'hémoglobine. Aïe, attendez, je vais voir si je peux la voir. Est-ce qu'elle est... Ah oui, évidemment. Je vais juste transposer ça là. Je vais juste montrer, parce que ce qui fait effectivement la fonction des protéines, en fait, c'est leur structure tridimensionnelle et c'est leur forme. Proté, c'était un dieu grec qui avait la capacité de changer de forme comme il voulait. Et donc le mot protéine a été en fait inventé à partir de cette image de proté qui pouvait changer de forme. Alors ici, je vais vous montrer une protéine qui ne change pas, je ne vais pas montrer un changement de forme de protéine, mais ceci, c'est l'hémoglobine. Ici, on a une représentation très schématique où ce qu'on montre, c'est des éléments de structure. Le fait qu'il y ait des hélices, en fait, elle est constituée d'hélices. Donc, cette chaîne, il y a une chaîne d'acides aminés, c'est un polymère, avec une succession linéaire, mais en fait, cette succession linéaire forme des structures en 3D. Notamment parce qu'il y a plusieurs hélices, et puis chacune de ces hélices interagit avec d'autres, et ça, c'est vraiment déterminé par la séquence. C'est-à-dire que si on synthétise une protéine d'hémoglobine dans une cellule eucaryote, la protéine va adopter cette conformation. Et cette conformation, ce qu'on voit ici, en fait, vous allez le voir ici, pendant que ça tourne, vous voyez qu'il y a aussi une autre molécule qui est là, un peu au milieu du jet de quilles, ceci, et ça, c'est pas de la protéine, en fait, ça, c'est un groupe qu'on appelle groupe prostétique, qui s'appelle AM, et c'est une petite molécule qui permet de complexer l'oxygène. Et c'est via ce groupe-là que l'hémoglobine peut transporter de l'oxygène dans notre sang et puis le relâcher dans nos tissus. Et puis la capter dans les poumons, le transporter dans notre sang et le relâcher dans nos tissus. Et la petite boule orange que vous voyez ici, c'est un atome de fer. Et cet atome de fer, en fait, c'est lui qui donne la couleur rouge à notre sang. L'hémoglobine, elle est rouge pour cette raison-là. Et donc, la protéine, c'est tout ce qu'il y a en beige autour. Et ce qu'on peut voir, avec ce schéma-ci, on a une vision très schématique, mais on peut un peu mieux comprendre si on fait une vision où on montre l'occupation de l'espace. Et ici, ce qui est en blanc, le halo un peu fantomatique blanc, c'est en fait l'occupation de l'espace par les électrons de chacun des atomes de cette protéine. Et ici, j'ai marqué en bleu les parties qui étaient hydrophobes, c'est-à-dire celles qui permettent à la protéine d'être soluble dans la cellule. Et en orange, c'est les parties qui sont en bleu, c'est les hydrophiles, celles qui permettent à cette protéine d'être soluble dans notre cytoplasme. Et en orange, c'est les parties hydrophobes. Et en fait, une fois qu'on peut disposer d'une protéine comme ça, d'une structure comme ça, ça permet aussi de comprendre la manière dont elle a interagi avec les autres molécules. Donc maintenant, je vais montrer uniquement l'occupation de l'espace, dans quelques secondes, voilà.
Et donc ici, on voit bien qu'il y a une poche en fait dans la protéine, et cette poche, elle a exactement la bonne forme pour pouvoir accueillir l'hème. Il n'y a pas d'autres molécules qui entrent là-dedans, parce qu'elles vont déborder sur les côtés, ou bien elles vont être trop petites, elles ne vont pas tenir. Donc il y a vraiment une évolution de cette protéine qui lui confère sa fonction. Et sa fonction, c'est de pouvoir faire un complexe avec une molécule d'hème. Cette molécule d'hème elle-même, elle peut se charger en oxygène ou décharger l'oxygène, et c'est ça qui donne la fonction. Donc la séquence est déterminante pour la structure, et la structure détermine la fonction. C'est le lien séquence structure-fonction en biologie qui est vraiment prévalent dans quasiment tout ce qu'on fait, quoi, qui est vraiment une partie importante du paradigme de la biologie moléculaire. Je reviens ici, et alors du coup je ne sais pas où il est passé ma présentation. Non, c'est pas ça. Je vais juste refaire un petit tour de passe-passe, donc je vais arrêter la présentation et la recommencer pour que vous la voyez de nouveau. Voilà. Non. Bon, c'était la seule animation que je vais montrer, donc après ça devrait être... il ne devrait plus y avoir d'interruption. Voilà. Donc ça, maintenant, vous voyez différemment déjà cette protéine. Hein, donc je vous ai un petit peu expliqué ce lien. Et chacune des 30 000 protéines qui sont codées pour notre génome, elle a sa propre séquence, sa propre structure et sa propre fonction. Alors, le lien justement entre l'ADN et ces protéines, c'est ce qu'on appelle le code du vivant. Et en gros, une séquence d'ADN va déterminer la séquence de la protéine. Il y a une astuce là-dedans qui est que l'ADN est formé de 4 lettres, enfin de 4 types de molécules, hein, A, T, G, C, donc on peut comparer ça par analogie à un alphabet de 4 lettres, alors que les protéines, c'est aussi un polymère, mais qui est composé de 20 acides aminés différents. Et donc, du point de vue de l'information, il y a un problème, puisque comment on fait pour déterminer une séquence dans un alphabet de 20 lettres avec un alphabet de 4 lettres? Eh bien, il faut 3 lettres dans l'alphabet de 4 lettres pour déterminer au moins 20 possibilités. Avec une lettre, on a 4 possibilités. Avec 2 lettres, on a 4 x 4, donc 16 possibilités. Avec 3 lettres, on a 4 x 4 x 4, donc 64 possibilités. On dépasse les 20. Mais la conséquence de ça, c'est que dans ce tableau qui indique le code du vivant, on voit ici toutes les triplets, ce qu'on appelle les codons, c'est-à-dire les triplets de nucléotides qui correspondent à un acide aminé. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la première lettre qui est ici, celle qui est dans la colonne là, UCAG, alors le T est remplacé par le U parce qu'on passe par l'ARN, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais donc on a 4 lettres ici. La première, c'est celle-ci, la deuxième, c'est celle des colonnes, et la troisième est indiquée ici. Et donc un codon, par exemple, CUG, qui est ici, va donner une leucine. Mais le codon C, et par contre le codon CCC va donner une proline. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs codons qui donnent des leucines. Il y a 6 codons différents qui donnent des leucines. Et il y a plusieurs codons qui donnent des prolines. Il y en a certains qui sont uniques. Hein. Il y a un seul codon qui donne une méthionine. Et puis il y a des codons qui disent ici on arrête de faire la protéine. C'est le codon stop. Mais la conséquence de ça, en fait, c'est qu'il y a une perte d'information. C'est-à-dire que quand on a un codon, on sait de façon univoque quel acide aminé va être codé. Mais si on a la séquence d'une protéine, on ne sait pas à partir de quel codon elle a été faite. Et cette perte d'information, en fait, ça veut dire qu'on parle de dégénérescence du code. Hein. C'est un code qui est univoque dans un sens, mais pas dans l'autre, donc qui n'est pas bi-univoque. Et en fait, cette dégénérescence du code, elle a donné lieu à ce que Francis Crick a appelé le dogme central. Alors à l'ULB, on n'est pas très fanatique des dogmes, et il a été beaucoup critiqué pour ça depuis le moment où il l'a formulé, en 1957. C'était vraiment le jeu de tous les biologistes de dire « Ah, mais on a fait basculer, on a fait vaciller le dogme central, il ne tient plus la route parce qu'on a découvert la reverse transcription, on a découvert les protéines, les prions, etc. » Et en fait, moi, je suis convaincu que le dogme central, il tient toujours. Ce n'est pas un dogme, en fait, c'est une théorie. Ou on pourrait même dire que c'est d'une certaine manière un paradigme, c'est le paradigme central de l'information moléculaire. Et ce que dit le dogme central, c'est que l'information peut aller d'une séquence nucléique à une séquence nucléique. Par exemple, quand une cellule se divise, l'information est transmise de l'ADN vers l'ADN. Avec une molécule d'ADN, on fait 2 molécules d'ADN. Quand on transcrit un gène, donc on fait de l'ARN à partir de l'ADN. Et par contre, ce que dit Crick, c'est qu'elle peut aussi aller d'une séquence nucléique à une protéine, au moment où on synthétise la protéine, où on fait la traduction du gène, mais qu'elle ne peut jamais aller de la protéine vers un acide nucléique.
Et la raison est toute simple, c'est parce qu'on a perdu l'information. On a une ambiguïté sur les codons qui ont éventuellement donné une leucine ou une proline. Alors, ça c'est pour donner quelques jalons historiques sur qu'est-ce qu'on considère comme l'information. Et donc, pour résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent, l'information moléculaire, biomoléculaire, en fait, elle réside essentiellement dans les séquences génomiques, les séquences d'ADN, celles qu'on trouve sur les chromosomes, et elle se traduit de deux fonctions, en fait. C'est que d'une part, par la réplication lors des divisions cellulaires ou lors de la reproduction sexuée, eh bien, on transmet l'information aux générations suivantes, mais on transmet uniquement une information qui n'est pas encore opérationnelle. Et pour qu'elle soit opérationnelle, cette même information, elle instruit la forme, enfin, elle est instructive pour la séquence des protéines, et cette séquence des protéines est instructive pour la fonction des protéines. Donc il y a deux volets à l'information, c'est la transmission et la traduction, l'expression, le côté opérationnel, effecteur, hein, de l'information. Alors, le séquençage, en fait, c'est en 77 qu'on a proposé, qui a été inventé, hein, la première méthode pour caractériser la séquence de l'ADN. Et à l'époque, en fait, on pouvait séquencer des petits fragments de 200 à 300 paires de bases. Et donc, moi, quand je faisais ma thèse, il y avait des gens dont la thèse consistait à essayer de séquencer un morceau de génome de la souris et qui passaient un an ou deux à séquencer 3 kilobases d'un génome de la souris. Vous allez voir qu'on a un petit peu changé d'échelle depuis lors et qui étaient désespérés parce qu'ils n'avaient toujours pas trouvé le début d'un gène. Hein. Enfin, j'ai assisté à une scène comme ça, je trouvais ça assez triste, quoi. Donc, on partait à la pêche, on n'allait pas tout à fait au hasard, hein. On avait des amorces pour essayer de pêcher des choses intéressantes et parfois ça marchait pas. Alors, il y a un livre que je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est un livre qui a été écrit par Evelyn Fox-Keller, qui est une historienne de la biologie, elle est physicienne au départ aussi, et elle a écrit un livre qui s'appelle Le siècle du gène. Et elle retrace en fait toute l'histoire de la découverte du gène, des séquences, des structures, des fonctions, etc. Et elle conclut son livre, elle l'a écrit en 2000, et elle conclut son livre en disant, mais en fait, là on a basculé, avec la transition entre le 20e et le 21e siècle, on a basculé du siècle du gène au siècle du génome, parce que au lieu d'analyser maintenant un gène à la fois, comme moi je faisais pendant ma thèse et mes collègues aussi, eh bien il y a eu des projets entre-temps, à la fin des années 90, qui se sont mis en place et qui ont visé à séquencer un génome complet. C'est de ça que je vais vous parler maintenant. Oui, du coup j'ai perdu mon compteur de temps, mais ça va. Il est 10h30, je suis dans les temps. Donc les projets de génomique, c'est des projets qui étaient à l'époque, on les considérait vraiment comme extrêmement ambitieux, et donc il y a eu un projet où notamment, qui est parti de l'Europe, qui était de séquencer tout un chromosome d'une cellule eucaryote, la cellule, l'alvure, en fait chez un organisme modèle, l'alvure du boulanger, Saccharomyces cerevisiae, et c'est un projet où André Goffaut de l'université de Namur a été très actif. En fait c'était un des porteurs de ce projet avec des Français, Bernard Dujon, des Anglais, Oliver Todd, etc. Donc tous ces gens-là, en fait, ils se sont mis ensemble, ils ont demandé des financements à l'Europe pour dire on va faire quelque chose de très ambitieux, on va séquencer un chromosome complet. Donc on était à l'époque où on passait encore une thèse à séquencer un gène. Et ils ont fait ça en partageant le boulot, 35 laboratoires, et ils ont obtenu, au bout de quelques années, en 94, ils ont obtenu la séquence complète du chromosome 3 de l'alvure. Ils sont retournés à l'Europe et ils ont dit bon maintenant on voudrait faire le génome complet. Et ils ont obtenu des financements européens, il y a eu ici des labos américains, etc. Et donc en 96 on a eu le premier génome d'une cellule eucaryote, l'alvure. Alors pour vous donner quelques ordres de grandeur, on avait eu aussi un génome d'une bactérie. Donc, les bactéries, typiquement, c'est des génomes qui font entre 400 000 et 3 millions de nucléotides. Hein, le chromosome bactérien, 3 millions de lettres, quoi. Donc, moi, j'ai des génomes bactériens sur mon ordinateur, là. C'est simplement un fichier où il y a 4 lettres, ATGC. Et en fait, c'est un texte qui fait 3 millions de lettres successives, comme ça, sans interruption. Ça, c'est un génome bactérien. Par contre, chez l'alvure, il y a 16 chromosomes différents, et en tout, il y a 12 millions de paires de bases chez l'alvure. Et ces 12 millions de paires de lettres qui sont réparties sur 16 fichiers différents, en fait, ou sur un fichier mais avec 16 morceaux différents, on y trouve 6 000 gènes. Pardon. Chez les bactéries, c'est assez simple, il y a un gène tous les 1000 paires de bases, tous les kilobases. Chez l'alvure, on a moins de gènes, on triple ou on quadruple on quadruple la taille du génome, mais on double le nombre de gènes. Et puis, on a commencé aussi dans la fin des années 90, début des années 2000, à séquencer des animaux et des plantes.
Et on voit qu'il y a une augmentation assez importante de la taille du génome, et donc on va tout de suite passer au génome humain. Il y a 3 milliards de paires de bases, donc un génome humain c'est 1000 fois plus grand qu'un génome de bactéries, mais il y a 10 fois plus de gènes qu'une bactérie. On a 30 000 gènes. Et donc c'était une surprise en fait pour les biologistes de se dire mais comment on fait quelque chose d'aussi complexe qu'un être humain avec seulement 10 fois plus de gènes qu'une bactérie. Alors, entre-temps, justement, on a découvert des tas de choses, notamment par l'épigénétique, par d'autres types de mécanismes dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais au moment où on a commencé à avoir des génomes, en fait, on était dans cette situation-ci. C'est-à-dire qu'on avait un fichier avec ATGC. Voilà, vous avez ici un morceau de 1000 lettres du gène. Enfin, c'est un petit fragment de 1000 nucléotides sur le génome humain. C'est des vraies données, quoi. Et donc, le fichier complet, il fait 3 millions de fois ça. Donc, c'est gros. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a une séquence comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a des tas d'endroits où on va trouver, il y a des endroits où on va trouver tous les gènes qu'on a connus, qu'on a séquencés depuis 1977, et il y en avait quelques milliers. Et puis, il y a tout le reste, il faut trouver où sont les gènes. Et identifier les endroits dans cette séquence qui codent pour des gènes, c'est pas évident parce que la partie codante dans ce génome-là, ça fait 3% du génome. Donc il y a 97% du génome qui ne code pas pour des protéines. Alors il y a d'autres gènes qui sont non codants, etc. Mais même en dehors de ça, il y a déjà 50% du génome qui sont des éléments répétitifs qu'on trouve un peu partout. Alors ça c'est facile un petit peu de les écarter, mais après il faut localiser les gènes. Et puis il faut comprendre ce que font ces gènes. Donc savoir quelle est la fonction de ces gènes à partir de la séquence. Et là on revient à les questions de l'information. Je dis, de façon univoque, c'est un peu, tout ça est un peu simplifié parce qu'en biologie, il y a des exceptions à tout, mais de façon univoque, si j'ai la séquence d'un gène, je peux traduire cette séquence et déterminer avec le petit tableau de code du vivant, je peux déterminer la séquence de la protéine. Et une fois que j'ai la séquence de la protéine, si je pouvais connaître la structure de cette protéine, ça m'aiderait à comprendre la fonction. En fait, c'est très très loin d'être aussi simple. Et notamment, un des écueils sur lesquels, depuis le début, sont tombés les biologistes, c'est qu'il était très facile d'obtenir les séquences des protéines, mais obtenir la structure d'une protéine, en fait, c'est un travail d'une thèse. Enfin, c'était jusqu'à un travail d'une thèse. Donc, dans le labo où j'ai fait un postdoc ici chez Shoshana Wodak, dans le début des années 2000, enfin des années 90, il y avait des tas de gens dont le travail était d'essayer de cristalliser une protéine. Donc, c'était comme Perrout. Ça se faisait plus en 23 ans, ça se faisait plutôt, si tout marchait bien, pendant une thèse. Et aujourd'hui, il y a une base de données qui s'appelle Protein Data Bank où il y a 125 000 structures différentes. Et donc ça, c'est 125 000 étudiants de thèse ou postdoctorants qui ont réussi à cristalliser une protéine, à la caractériser, à publier un article et à le mettre dans la base de données. Et ça ne compte pas évidemment les centaines de milliers d'étudiants qui ont échoué, qui ont pleuré, qui ont essayé de faire autre chose pour leur thèse, etc. Parce que ça ne marchait pas toujours. C'est vraiment par essai-erreur qu'on arrive à trouver les conditions pour chaque protéine, pour la cristalliser ou pas, etc. Donc ça, c'était l'état des lieux à la fin des années 90. C'était extrêmement difficile, et même au début des années 2000, et même jusqu'à il y a très très peu de temps, c'était très difficile de savoir à partir de la séquence quelle était la structure, et encore plus, du coup, d'inférer la fonction. Alors pour la fonction, il y a d'autres astuces, mais ce qu'on a commencé à faire, c'est de mettre en place des programmes de génomique fonctionnelle, en se disant, mais pour comprendre la fonction d'une protéine, en fait, ce qui va nous aider, c'est de savoir dans quel tissu et à quel moment elle s'exprime. Parce que notre foie n'exprime pas les mêmes protéines que notre cerveau. Notre cerveau, typiquement, il va exprimer tout ce qu'il faut pour consommer du sucre en permanence. Notre foie, si on manque de sucre, il va exprimer des enzymes, il va fabriquer des enzymes, synthétiser des enzymes qui permettront de synthétiser du sucre à partir de petites molécules, acide acétique par exemple, ou de récupérer la graisse. Par contre, au moment où on a trop de sucre, le foie va faire l'inverse. Lui, il va basculer entre la production du sucre et la consommation du sucre. Et il va faire des réserves d'énergie. Donc, on a une régulation très très fine dans chaque type de tissu, quelles sont les protéines qui sont exprimées, au contraire. Alors, par exemple, dans la rétine aussi, nos rétines, le fait que je vous vois et que vous me voyez, ça repose sur le fait que dans votre rétine, vous avez des cellules qui, chacune, produisent des récepteurs qui sont sensibles à la lumière et donc c'est une protéine, des opsines, et qui, quand elles sont excitées par de la lumière, envoient l'information sur votre cerveau. Et donc, dans chaque tissu, il y a des protéines qui s'expriment et qui sont nécessaires au fonctionnement de ce tissu-là par rapport aux autres. Et donc l'idée, c'était que si on pouvait dire dans quel tissu s'exprime
un gène, ça nous donnerait une indication sur sa fonction. Et donc on a mis en place, au début des années 90 aussi, chez Alvure, une fois de plus, des méthodes. Donc ça, c'est une biopuce qui permet pour tous les gènes de l'Alvure de savoir leur niveau d'expression dans une condition donnée. Par exemple, on donne du galactose à la levure et on voit en jaune et en vert, on va voir les gènes qui sont exprimés. En rouge, on voit, enfin c'est l'inverse, on voit en rouge et en jaune ceux qui sont fortement exprimés, en vert ceux qui sont moins exprimés en présence de galactose. Donc on peut dire, ah ben voilà tous les gènes qui interviennent dans la consommation du galactose. Puis on donne du glucose, ou on donne une source d'azote, le GABA, etc. Donc Bruno André, au début des années 2000, ben, c'est ce qu'il faisait. Il testait toutes les sources possibles d'azote, et donc il caractérisait les voies métaboliques de l'azote. Alors on fait ça aussi dans des tissus humains, et donc ici on a maintenant des atlas qui montrent pour différents gènes quels sont les tissus dans lesquels ils s'expriment. Donc horizontalement, vous avez tous des tissus, il y a le foie, le cerveau, la prostate, etc. Et donc on voit qu'il y a certains gènes qui s'expriment dans les vessies, d'autres dans le côlon, d'autres dans le sang, etc. Ça c'est l'hémoglobine. Bah oui, on le trouve dans le sang. C'est pas étonnant. Et donc évidemment là on le sait, mais pour les gènes de fonction inconnue, savoir dans quel tissu ils sont produits, les protéines sont produites, c'est vraiment extrêmement précieux pour déjà comprendre leur fonction. Alors je vais passer ceci parce que sinon je n'aurai plus de temps. Et je vais passer maintenant, donc je vous ai montré effectivement bon, je vous dis en 2 mots. Oui, ce qu'on fait aussi, c'est toutes les méthodes qu'on appelle de génomique fonctionnelle et puis de protéomique et de transcriptomique. Donc au début, il y avait la génomique et puis il y a eu des tas d'autres omiques. Et donc on a multiplié toutes les approches. Et ce qui était commun entre toutes ces approches-là, c'est qu'au lieu d'étudier l'expression d'un gène donné dans un tissu donné, on étudie l'expression de tous les gènes à la fois. C'est pour ça qu'on les appelle transcriptomiques, c'est par une extension du suffixe omique de génomique. Et puis la protéomique, c'est une mesure de la concentration de toutes les protéines. Et puis il y a l'interactomique, où on a développé aussi des méthodes pour détecter toutes les interactions entre des paires de molécules, et donc créer des énormes réseaux d'interactions comme ça. Et il y a aussi des données sur les voies métaboliques qui étaient connues parce que pendant tout le XXe siècle, il y a eu des cohortes de biochimistes qui ont caractérisé les enzymes et les relations entre elles, c'est-à-dire qu'une enzyme consomme des petites molécules, elle en produit d'autres qui vont être consommées par une autre enzyme, qui vont produire d'autres petites molécules. Et donc on représente ça sous forme d'une carte comme ça, métabolique, qui est absolument illisible, parce que ça ressemble à une carte routière de l'Europe en fait. Et donc ensuite on peut aller faire un zoom pour regarder un morceau de ce réseau métabolique, et là on voit on retrouve ce que les biochimistes ont caractérisé comme la voie métabolique. Je ne sais plus lequel c'est, mais c'est l'utilisation, le cycle du citrate, oui, donc c'est au bout de la glycolyse. Et donc toutes les voies métaboliques sont renseignées dans ces grands réseaux. Et donc là il y a énormément d'informations, mais la question c'est de savoir comment tout ça est régulé dans notre organisme. Et donc il y a des gens de mon labo, notamment Karine Faust qui est là, qui ont passé leur thèse à analyser ces réseaux métaboliques et à développer des méthodes mathématiques pour analyser ces réseaux et comprendre le lien entre la régulation des gènes et la fonction métabolique. Alors, je vais passer maintenant à cette transition à l'ère des génomes en fait. Et je voudrais d'abord vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec la biologie, enfin qui est indirectement lié, c'est informatique, et c'est aussi une loi, qu'on appelle une loi, c'est une loi empirique, qu'on appelle la loi de Moore, et qui représente en fait, au cours du temps, donc horizontalement vous avez les années, l'augmentation de la capacité des composantes informatiques, à la fois pour le stockage, pour le calcul et pour l'affichage. Et ce qu'on voit en fait, c'est que pour un coût constant, à coût constant, on voit qu'en fonction des années, ça n'arrête pas d'augmenter, et ça commence dans les années 70, et bon, le graphique est jusque dans les années 2000, mais j'attire votre attention sur quelque chose d'assez particulier, c'est que l'échelle verticale, là, qui montre le nombre d'opérations de calcul qu'on peut faire pour un coût donné, eh bien ça augmente, mais c'est une échelle logarithmique. Donc ça veut dire que la vraie courbe, elle est exponentielle. Tous les ans et demi, tous les 18 mois, pour un même prix, on a des appareils qui sont 2 fois plus puissants, qui calculent 2 fois plus vite, qui stockent 2 fois plus, ou qui affichent avec une résolution 2 fois plus grande. Alors, bon, ça n'augmente pas aussi fort sur chacun de ces 3 aspects, mais c'est une loi qui est quand même assez indicative de l'évolution de l'informatique, des technologies qui permettent de produire des composantes informatiques. Et ici, je vous montre un graphique où cette loi de Moore, elle est représentée d'une autre façon. C'est en fait, pour une capacité de calcul donnée, quel est le coût. Et c'est aussi sur une échelle logarithmique. Donc horizontalement, vous avez les données, et on voit en blanc la loi de Moore, c'est-à-dire qu'il y a une décroissance. Chaque fois, tous les 18 mois, pour acheter quelque chose qui est aussi puissant qu'il y a 18 mois, ça coûte 2 fois moins cher.
C'est la même règle, mais affichée sous forme à coût constant ou à capacité constante. Donc ici, à coût constant, on voit que, pardon, à capacité constante, on voit que l'informatique, elle diminue de façon exponentielle. Tous les 18 mois, on réduit d'un facteur 2. Et en fait, tout allait bien jusqu'en 2007, parce que, avec justement les projets de séquençage, on a développé une automatisation, une robotisation du séquençage, et les coûts n'ont pas arrêté de diminuer. Parce que aussi il y a des compagnies qui produisaient les amorces moléculaires. Enfin, il y a des compagnies qui sont mises sur la production de technologies pour la génomique. Et donc, ça suivait vraiment très bien la loi de Moore. Ce qui veut dire qu'on produisait de plus en plus de séquences, mais les ordinateurs coûtaient de moins en moins. Et donc, à coût constant, on pouvait stocker ce qu'on produisait. Et alors, la catastrophe, c'est 2007 parce qu'il y a eu une invention par différentes compagnies de ce qu'on a appelé Next Generation Sequencing. Alors c'est un problème parce qu'entre temps il y a des nouvelles générations qui sont venues, donc c'est un peu ambigu. Donc moi j'appelle ça séquençage massivement parallèle, enfin et mes collègues aussi. Et le séquençage massivement parallèle, en fait, a provoqué une chute drastique des coûts. Donc vous voyez sur cette échelle ici, ce que vous avez en orange, ça c'est le coût pour un mégabase, donc c'est pour un million de lettres, quoi. Et on voit qu'en 2007, ça se casse la gueule. Et après, ça continue à diminuer, mais pas plus vite que la loi de Moore, et même, bon, il y a une certaine stagnation. Et pour un génome humain, en fait, le coût du premier génome humain, c'était 3 milliards de dollars, parce que c'est un grand consortium international, etc. Un peu, alors j'ai les coûts un peu plus loin, je vous le dirai plus tard, mais aujourd'hui, en fait, un génome humain, la séquence complète, ça coûte 600 dollars. Donc, bon, c'est moins cher, c'est plus à la portée de tout le monde. Il y a les bases de données ont entreposé de plus en plus de données. Je vais passer ceci. Ah ben voilà, ici j'ai les coûts. Et donc les coûts, effectivement, juste avant l'invention du NGS, ça coûtait 16 millions pour faire donc un génome, en 2006. Bon, en 2007, on invente le NGS, et puis bon, là, il y a une estimation pour 2016, 1500 dollars, 2022, c'était 800, et aujourd'hui, c'est 600, 2024, j'ai oublié de mettre à jour la diapo. Donc évidemment, ça a des conséquences parce que on a envisagé la génomique autrement. Jusque-là, on avait le génome humain. Plus précisément, on avait deux génomes, parce qu'il y avait un projet public et un projet privé en compétition. Donc en 2001, on a eu un génome humain complet, enfin deux exemplaires de génome humain complet. En 2008, il y a eu un projet international de séquencer 1000 génomes. 1000 génomes d'individus qui appartenaient à des populations aussi dispersées que possible autour de la Terre pour avoir un échantillonnage de la diversité génétique de la population humaine. Et en fait, ils ont fait finalement 2500 génomes, et cette étude-là a été suivie par d'autres projets, puisque les coûts n'ont pas arrêté de descendre. Et aujourd'hui, par exemple en France, il y a un projet qui a été lancé en 2016, enfin qui a été annoncé en 2016, qui a démarré plus tard, qui est toujours en train de se mettre en place, mais le projet Plan France Médecine Génomique, l'ambition c'est de faire 200 000 génomes de patients par an, et en ciblant sur deux maladies, le cancer et les maladies génétiques rares. Il y a en Angleterre aussi un projet de faire 1 million de génomes. Il y a en Chine un projet de faire 100 millions de génomes. Aujourd'hui, on a aussi un projet européen où la France, la Belgique, il y a 23 pays qui sont associés dedans, qui s'appelle One Plus Million Genome, qui vise à rassembler les génomes, ou à rassembler l'information sur les génomes de chacune des initiatives nationales européennes pour pouvoir partager les informations sur les données médicales et en particulier pour les maladies rares. C'est intéressant, s'il y a 3 cas en Belgique, 12 en France et 4 en Angleterre, de pouvoir comparer ces données entre pays, sachant que chaque pays doit détenir ses propres données sur son territoire. Alors, il y a aussi d'autres projets sur l'échantillonnage des fonds marins, par exemple. On va prélever des échantillons marins, et puis on séquence tout, et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Il y a des projets en France sur le fromage, voir la diversité microbienne dans le fromage. Je ne vais pas vous parler de ça, mais c'est toute une thématique aussi, c'est ce qu'on appelle la génomique environnementale ou la métagénomique. Je ne vais pas parler de ça parce que je voudrais parler de la population humaine. Et donc, pourquoi il y a une diversité entre les populations humaines? C'est parce que chaque fois qu'une cellule se divise, il y a des mutations. Et les mutations, ici vous voyez cette structure de l'ADN, la double hélice. Pendant la réplication, en fait, elle se sépare en deux, et chaque brin sert de modèle pour synthétiser un brin complémentaire. Et donc, au terme de la réplication, on a deux copies en principe identiques. Mais sur que ce qu'il s'agisse de virus, de bactéries, etc., il y a de temps en temps des accidents de réplication qui provoquent des mutations. Donc par exemple, occasionnellement, le complexe, la polymérase de l'ADN, donc la molécule qui
est en charge de cette réplication, mais occasionnellement, elle va faire un mésappariement, elle va mettre en face d'un T un C, alors que normalement il faudrait un A. Et puis à la génération suivante, en fait, à la réplication suivante, on va se retrouver avec avec deux cellules, une qui aura conservé la séquence de sa grand-mère, et puis une autre qui aura un C en face d'un G. Et donc elle sera parfaitement, alors elle sera mutante, en fait, elle sera mutée. Et soit cette mutation va affecter la forme d'une protéine et ça va avoir une conséquence qui fait que cette cellule-là, elle ne va pas survivre, ou qu'elle va être moins efficace et donc elle va se reproduire moins vite et que donc au terme de quelques générations, elle n'aura plus de descendants parce que les autres auront occupé le terrain. Ou bien de temps en temps, c'est un effet neutre. Il y a énormément de mutations qui sont neutres. Et il y a aussi de temps en temps des mutations qui confèrent une nouvelle caractéristique qui va être avantageuse. Et donc c'est là que la sélection va opérer et effectuer un petit peu un tri entre les mutations, mais qui va aussi laisser énormément de mutations neutres. Et ça, c'est souvent ignoré en fait, dans le discours biologique. Très souvent, on a une vision optimale d'optimisation de l'information. Et il faut savoir qu'il y a énormément de différences entre les individus humains qui n'ont absolument aucune conséquence phénotypique ou qui ont des conséquences phénotypiques qui fait que des gens ici dans cet amphi, il y en a qui ont les yeux bleus, d'autres des yeux bruns, les oreilles un peu plus pointues, un peu plus de cheveux ou un peu moins. Et donc ça, c'est toutes des choses qui n'ont pas un énorme impact sur la capacité de survivre et de se reproduire. Et y compris d'ailleurs, certaines maladies existent dans les populations humaines et après je vais discuter pourquoi. Alors, ce qu'on va faire quand on va analyser ces mutations à l'échelle de génome complet et à l'échelle d'une population, les types de mutations les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle, ce que je viens de vous montrer, c'est une substitution, c'est juste une lettre remplacée par une autre, enfin plus précisément un nucléotide qui a été remplacé par un autre dans la chaîne d'ADN. Et donc on appelle ça single nucleotide polymorphisme. Alors pourquoi polymorphisme? Parce que dans une population, on constate que certains individus vont avoir un A et d'autres un T, ou certains un G et d'autres un T. Donc on appelle ça un polymorphisme sur un seul nucléotide. Donc ça va s'appeler SNP, et il se peut que dans la suite de l'exposé, j'utilise le mot SNP, et ça veut dire Single Nucleotide Polymorphism. Et l'autre type de mutation, c'est qu'il y a certains endroits dans le génome où on a des régions répétitives, ce qu'on appelle des microsatellites, c'est-à-dire qu'on a CAG, cet exemple-ci, CAG, 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 CAG. Et là, pendant la réplication, c'est une source assez fréquente d'erreurs sur le nombre de répliques, sur le nombre de copies en tandem de cette petite séquence. Donc de temps en temps, la polymérase glisse et elle refait un CAG en plus. Et donc on va se retrouver dans la cellule phi avec, s'il y avait 7 copies initialement, il y aura CAG, CAG. S'il y avait 7 répétitions, il y en aura 8 ou 9 ou bien 5. Et donc ça, c'est une autre source de variation et c'est ce qu'on appelle les microsatellites. Donc sur ces deux-là, je vais vous montrer celle-ci. Ça, typiquement les microsatellites, c'est ce qu'on a commencé à utiliser depuis les années 70, je pense, pour l'identification en police scientifique, l'identification des criminels, ou aussi on peut l'utiliser pour les questions de tests de paternité, sous contrôle juridique. Les tests de paternité ne sont pas autorisés en Belgique à titre individuel. Ça dépend des pays en fait, mais en tout cas en Belgique c'est comme ça. Et donc ça c'est typiquement l'information qu'utilise la police. Et par contre, maintenant, avec la transition entre le 20e et le 21e siècle, et le développement de ces technologies à haut débit, ce qu'on a mis en place, c'est des biopuces ici. Donc ici, c'est une biopuce où il y a 500 000 points. Et chacun de ces points représente une de ces positions du génome humain où il y a un polymorphisme sur un simple nucléotide, donc un SNP, et où certains individus ont un A, d'autres un T, et puis le point suivant, le spot suivant ici, ça va être un polymorphisme où certains individus ont un G ou un C, etc. Et on fait une coloration pour un individu, donc ceci c'est un individu, et on fait une coloration avec 4 couleurs qui disent pour chacun de ces petits morceaux de génome s'il y a à cette position-là du génome un A, un C, un G ou un T. Donc il y a du bleu, du vert, du orange et du rouge. Et sur cette base-là, on n'a pas la séquence génomique de cet individu, mais on a 600 000 points génomiques pour lesquels on sait son génotype particulier. Donc c'est ce qu'on appelle le génotypage, et on peut apparenter ça à une sorte de code barre en fait. Un code barre, mais un code barre avec 600 000 barres qui peuvent être soit blanches, soit noires, et plutôt que d'être blanches ou noires, d'ailleurs, elles ont 4 possibilités. Mais donc c'est un énorme code barre qui est extrêmement informatif. Et je vous montre ici une étude que moi j'ai trouvée vraiment impressionnante en 2007, qui a été publiée, où c'est un groupe suisse en fait, et ils ont caractérisé comme ça le génotype avec ces biopuces. Il y avait 3000 personnes qui avaient été caractérisées dans différents pays, ils ont rassemblé l'information,
Et ce qu'ils ont fait, c'est, bon, il y a des mathématiciens dans la salle, donc ils ont fait une analyse en composantes principales, c'est-à-dire qu'on considère que chacune de ces personnes est caractérisée par un vecteur de 600 000 points. Donc on est dans un espace à dimension assez énorme, c'est pas un espace à 1, 2, 3 dimensions, on travaille avec 600 000 dimensions, et on fait une rotation de cet espace, et pour maximiser la variance, et en fait, donc, en gros, c'est comme si on faisait une projection, on est dans un espace à plein de dimensions, on pourrait imaginer à 3 dimensions, on fait une projection en 2 dimensions d'un espace à 3 dimensions. Mais cette projection, elle est faite de telle manière que, en gros, c'est une approximation, mais en gros, plus des individus ont des génotypes proches, donc plus leurs profils sont proches, plus ils vont être proches sur la carte. Alors, ils ont fait ça en tenant uniquement en compte, donc la position que chaque point occupe là, c'est uniquement basé sur son génotype. Et a posteriori, on fait une coloration selon les pays, en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'on reproduit la carte de l'Europe. Donc en violet, vous avez les Espagnols, en orange, les Portugais, et là, on voit que ça se mélange un peu. Et ça veut dire qu'en gros, ça arrive que des Portugais et des Espagnols mélangent leur génome. Ici, en orange pâle, là, c'est les Français. Et entre les deux, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on voit vraiment une séparation. On a deux groupes tout à fait séparés. Entre les deux, ce qu'on voit là, c'est les Pyrénées. C'est une frontière géographique qui fait une frontière génétique. Il y a peu de mélange. Alors ça arrive qu'il y ait enfin, c'est pas des Français ou des Espagnols, il y a des Basques qui traversent, qui vont de Pays Basque du Sud au Pays Basque du Nord, etc. Mais néanmoins, a priori, comme ça, alors il y a 1500 individus là-dedans, ils ont fait un petit tri, mais on peut vraiment retracer l'origine géographique d'un individu sur base de son génotype. C'est le titre de l'article d'ailleurs, hein, les gènes sont le miroir de la géographie en Europe. Ici, vous voyez l'Italie, et là c'est très intéressant, on voit la botte de l'Italie. Alors pourquoi on voit la botte? En fait, c'est parce qu'il y a une plus grande distance génétique entre ces Italiens-là, qu'on appelle Italiens du Sud, et les Suisses qu'entre les Italiens du Nord et les Suisses. D'ailleurs, on voit que ça se mélange un peu, hein, en dépit des Alpes. D'ailleurs, les Alpes sont partagées entre les deux. Mais ce que ça montre surtout, c'est qu'il y a une séparation entre deux types d'Italiens. Il y a les Italiens du Nord, les Italiens du Sud. Et si on connaît un petit peu l'Italie, en fait, c'est pas vraiment surprenant. C'est des populations différentes, quoi. Et génétiquement, c'est des populations différentes. Donc on peut commenter beaucoup ceci. Au moment où ça a été publié, ce que disaient les auteurs dans leurs conclusions, parce qu'ils avaient bien montré que ça sert à quelque chose, qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux populations humaines, ils disaient il y a des applications possibles, notamment en police scientifique. Et il y a un prof de l'ULB, Vincent de Tours, qui a écrit une réponse à la revue, c'était dans Nature, ouais, c'est ça, il a écrit une réponse en disant, oui, les auteurs mentionnent à juste titre les utilisations qui pourraient être faites pour trouver des criminels, mais ils oublient de dire que si on avait disposé de cette technologie-là au moment de la guerre de Yougoslavie, ça aurait pu être utilisé à un moins bon escient. Hein. Et donc je pense que dans toutes ces technologies-là, à chaque fois, il y aura des applications intéressantes potentielles et aussi d'énormes risques pour les individus, pour les sociétés. Ici, vous voyez le même type de projection avec analyse en composantes principales sur des tribus, sur des populations africaines, et on ségrège aussi très très bien les populations africaines en fonction de leur distance génétique. Et ici, vous voyez une étude qui a été publiée aux États-Unis, et la première figure, c'est le duo. On a pris des individus qui étaient juifs ashkénazes, dont les 2 parents et les 4 grands-parents étaient juifs ashkénazes, et d'autres dont aucun des 4 grands-parents n'était juif ashkénaze. On fait une analyse en composantes principales, donc simplement on projette ces points-là en rapprochant les individus dont les génotypes se ressemblent, et ce qu'on voit, c'est que la première composante, ce qu'elle fait, enfin la première séparation qui se fait, c'est qu'il y a tous les juifs ashkénazes d'un côté et tous ceux qui n'ont aucun grand-parent juif ashkénaze de l'autre côté. Et ensuite, ici, dans cette figure-là, ce qu'ils ont fait, c'est aussi inclure dans la cohorte des individus qui ont 1 à 4, qui ont 1 à 3 grands-parents ashkénazes qui sont en jaune, et on voit qu'ils se placent au milieu, quoi. Donc ça veut dire que aussi, on peut imaginer que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Joseph Joffo, par exemple, qui a été sauvé par un curé qui a garanti qu'il avait été circoncis pour des raisons médicales et pas religieuses, je pense qu'avec un génotypage, il serait quand même, il n'aurait pas survécu. Le curé aurait eu beau dire, ça ne serait pas passé. Alors il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la génomique récréative, c'est-à-dire qu'on peut acheter à une compagnie américaine un génotypage comme ça à titre individuel. Donc vous faites un frottis, alors vous n'avez pas le droit de le faire, en Belgique c'est interdit, en Espagne c'est autorisé. Donc là, aux États-Unis, le statut est encore plus complexe parce qu'il y a certains États où c'est autorisé et d'autres où c'est interdit.
Enfin non, non, le truc récréatif, je pense qu'il est autorisé dans tous les États. C'est les applications médicales qui sont régulées différemment selon les États. Et donc l'idée ici, vous payez 50 euros, hein, aujourd'hui c'est 50 euros, enfin en décembre c'était 50 euros. Vous faites un frottis buccal, enfin il vous envoie un kit, vous faites un frottis, vous mettez un petit morceau de vos muqueuses buccales dans un tube, vous le renvoyez, et puis vous recevez un profil génomique. Et ce profil génomique, en fait, ce qui va vous indiquer, bon alors ça c'est leur page de pub, mais je vais vous montrer le résultat. Ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus précis encore que ces études qu'on faisait en 2007. C'est-à-dire qu'au lieu de dire vous venez d'Espagne, vous venez de ici ou là, et aux États-Unis il y a beaucoup de demandes, puisque presque tous les États-Unis aujourd'hui résultent d'immigration, hein, c'est des vagues d'immigration avec des Irlandais, des Allemands, des Africains qui ne sont pas toujours venus de leur plein gré, etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'on vous vend, c'est une coloration, un coloriage chromosomique, où vous avez les 23 chromosomes ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je peux déjà dire que c'est une femme, puisqu'il y a 2 chromosomes X. Et ce qu'on fait, c'est que sur chaque morceau de chromosome, on dit, ce morceau-là, il est assez ressemblant au chromosome, par exemple, ce morceau-là du chromosome 2, le début de votre chromosome 2, sur celui que vous avez hérité de votre mère, il y a un morceau, non, on sait si on a, oui, comme ça on ne sait pas a priori, mais si vous faites ça et votre mère le fait aussi et votre père, on peut vraiment retracer et dire, sur votre chromosome 2, vous avez 2 copies différentes, il y a un morceau qui vient d'Asie du Sud-Est et puis l'autre morceau qui vient d'Asie de l'Est. Et donc on va associer chaque morceau de chromosome à une origine. Alors une chose qui est assez intéressante, je trouve, c'est que dans le débat sur l'identité génétique, là on voit que ça révèle en fait qu'il y a quand même pas mal de mélanges dans les populations et que les gens ont des origines variées, surtout aux États-Unis évidemment, puisque c'est une population d'immigration et où il y a eu des mélanges. Mais évidemment, ça pose aussi un tas de questions sur qu'est-ce qu'on fait de ces données-là. Et notamment, il y a 23andMe, puisque c'est récréatif, a proposé, ah oui, la compagnie s'appelle 23andMe. Une question, c'est qui détient l'information en fait, parce qu'au moment où vous envoyez cette information, vous leur donnez l'autorisation de l'utiliser à ces fins-là, et vous pouvez cocher aussi pour que vos données soient utilisées pour de la recherche médicale. Et dans ce cas-là, vous allez recevoir des formulaires où régulièrement vous remplissez en disant tous les problèmes médicaux que vous avez, et vous confiez vos données médicales à la société 23andMe. Alors c'est intéressant aussi de savoir que la société 23andMe a été fondée sur des financements de Google et que la directrice, la fondatrice de cette société, c'est la femme d'un des 2 fondateurs de Google. Donc on est vraiment dans l'univers de Google où l'information, enfin toute l'information mondiale en fait est en train d'être exploitée pour faire des choses extraordinairement intéressantes qui peuvent être fascinantes pour les individus, qui présentent aussi des applications éventuellement fascinantes pour la recherche, mais où il y a un modèle commercial derrière et où il y a un questionnement sur la sécurisation des données et la propriété des données. Des énormes questions. Alors maintenant, un autre aspect fascinant, mais je vais le passer, c'est l'évolution de l'espèce humaine. Mais je vous dis en 2 mots qu'on a démontré, avec des techniques comme ça, avec le séquençage complet en fait, on a démontré que dans l'espèce Homo sapiens, il y a 4% des gènes qui sont d'origine néandertale. Autrement dit, au moment où il y a eu les migrations, j'ai une carte des migrations, je ne sais plus où elle est, tiens, je l'ai oublié ma carte des migrations. Gap. Oui, là j'ai une carte d'immigration simplifiée, mais j'ai des belles cartes de migration, mais j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Donc, il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. L'espèce humaine, elle est née en Afrique. Et puis, elle a évolué en Afrique. Enfin, l'espèce humaine, le genre humain. Il y a Homo erectus. Ensuite, et avant ça, il y avait Australopithèque, le Pithecanthrope, l'Australopithèque, et puis Homo, le genre Homo. Et c'est pas très clair où est la limite du genre là, entre Homo et Australopithèque. Peut-être que c'est le même genre, c'est difficile, c'est un peu arbitraire. Mais en tout cas, l'espèce humaine aujourd'hui, elle résulte d'une très très longue évolution sur des millions d'années en fait. Et il y a eu régulièrement des sorties d'Afrique depuis 2 millions d'années. Et donc on trouve des humains, des Australopithèques, Pithecanthropes, qui datent d'il y a 2 millions d'années. Mais il y a eu des sorties d'Afrique, et puis ces humains qui sont sortis d'Afrique, qui étaient Homo erectus essentiellement, ont colonisé ont colonisé l'Europe et l'Asie. Et puis il y a eu des sorties beaucoup plus tardives. Donc les premières sorties d'Afrique, c'était entre 1,8 million années et 700 000 ans. Et puis après, il y a eu l'espèce Homo sapiens qui est née il y a 200 000 ans. Et il y a des Homo sapiens qui sont sortis d'Afrique il y a 70 000 ans.
mais ils étaient encore interféconds avec les hommes de Néandertal. Et il y a eu des croisements entre Homo sapiens et hommes de Néandertal. Et la conséquence, comme ces croisements ont eu lieu vraisemblablement après la sortie de l'Afrique, là où il y a la flèche rouge, c'est qu'aujourd'hui, ces gènes de Néandertal, on les retrouve dans les populations européennes, asiatiques, amérindiennes, d'Océanie aussi, mais on ne les trouve pas dans les populations africaines. Et donc, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle de l'introgression des gènes. Il y a des différences entre les populations qui sont liées à ça. Bon, alors, je vais passer maintenant au dernier point, c'est sur les applications médicales. Donc, je vais encore prendre une dizaine de minutes. Donc, je vous ai dit qu'il y avait eu le projet 1000 génomes. Donc, ici, vous voyez un résumé du projet 1000 génomes. Et le projet 1000 génomes, ce n'était pas sur des patients, c'était justement sur des personnes saines. Et le but était vraiment de mettre en place de calibrer, somme toute, de trouver toutes les mutations interindividuelles parmi des individus qui n'ont pas spécialement un problème de santé. Alors, on a tous des problèmes de santé, mais donc ce n'était pas associé à une maladie particulière. Hein. Donc, c'est des individus, population générale, on appelle ça la population générale. On ne peut pas dire que c'est la population saine, puisqu'on a tous des problèmes de santé. Population générale. Et ce qu'on montre sur ces schémas un peu compliqués, mais je vous donne le message en quelques mots, c'est que on analyse chaque gène ensuite et on regarde les variations. Et puis pour toutes les variations, on regarde dans quel continent on retrouve ces variations. Et donc il y a des variations qu'on retrouve exclusivement sur le continent américain, donc elles sont arrivées assez tardivement. D'autres qu'on retrouve qui sont communes à l'Europe, à l'Asie et à l'Amérique. Et donc c'est des mutations qui sont arrivées après la sortie d'Afrique. Et puis il y en a qu'on retrouve dans toutes les populations humaines, et ces mutations-là, donc elles sont arrivées avant la sortie d'Afrique. Elles ont été diffusées dans la population africaine, et puis quand des Africains, des Homo sapiens sont sortis d'Afrique, ils ont entraîné avec lui, ils avaient déjà dans les groupes qui sont sortis une diversité génétique sur ces gènes-là, sur ces SNP-là. Donc, c'est ce que montre l'étude. Et ce qui est très intéressant aussi, et je pense que c'est tout à fait logique, mais c'est un peu surprenant au début, c'est qu'il y a beaucoup plus de... Ici, sur ce graphique-ci, on a différentes populations, et on a les variations au sein de ces populations. Et en fait, il y a beaucoup plus de variations entre les populations africaines et au sein des populations africaines qu'au sein de chacune des autres populations. Et en fait, c'est parce qu'elles ont divergé beaucoup plus précocement. Homo sapiens est né il y a 200 000 ans. Depuis 200 000 ans, il y a des tribus africaines qui ont commencé à migrer, à accumuler des mutations qui n'ont pas spécialement un impact phénotypique, ou bien qui en ont, qui font la différence entre les pygmées et les bantous et les Maasai, etc. Hein. Donc ça inclut ça, hein, des différences phénotypiques, et d'autres qui n'ont pas d'impact. Mais donc ces mutations-là se sont accumulées sur une période de 200 000 ans, tandis que sur les Homo sapiens qui sont sortis d'Europe, il n'y a eu que 70 000 ans d'accumulation de mutations. Alors après, il y a des croisements, etc. Donc les choses ne sont pas aussi simples que ça, évidemment. Hein. Et notamment aux États-Unis, il y a des origines multiples. Mais statistiquement, c'est assez intéressant de constater qu'il y a plus de diversité à l'intérieur de l'Afrique qu'à l'intérieur de toutes les autres populations qui sont sorties d'Afrique, qu'entre toutes les populations qui sont sorties d'Afrique. Alors, quels sont les types de conséquences pour la santé? Je vais juste montrer deux exemples. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a son génotypage, en fait? Parce que cette boîte 23andMe vous vend aussi du génotypage à des fins diagnostiques, hein, ou à des fins de pronostic, de prévision de vos risques. Et donc, un exemple qui est très très connu, c'est le gène BRCA1, donc ça veut dire Breast Cancer, et donc il y en a deux, en fait, il y a BRCA1, BRCA2, ils sont homologues, et donc ils ont la même fonction. C'est des gènes qui réparent l'ADN. Quand il y a des mutations qui arrivent, c'est des gènes qui interviennent dans la réparation de l'ADN. Et en fait, il y a des variations au sein des populations et on a découvert qu'il y avait certains allèles, donc certains endroits où il y a soit un A, soit un G, hein, des SNP comme ça, qui étaient associés à un risque plus élevé d'avoir un cancer du sein pour les femmes. C'est aussi associé de manière moins significative au cancer de l'ovaire et chez les hommes au cancer de la prostate. Et donc, vraisemblablement, ça montre que cette mutation, elle permet quand même à BRCA1 de fonctionner, la protéine, mais elle fonctionne un petit peu moins bien, en fait. Et comme elle fonctionne un petit peu moins bien, de temps en temps, elle ne répare pas de l'ADN. Et quand il y a des mutations dans des cellules, pendant les divisions de nos cellules, de temps en temps, il y en a une qui part en cancer, qui commence à faire une tumeur, et puis cette tumeur peut partir en métastase, etc. Et donc, dès le moment où on a fait ça, il y a une compagnie qui a commencé à vendre des kits de détection pour 1 500 $, en disant, et qui a mis un brevet, en fait, qui a breveté une méthode qui dit, on va vous génotyper juste ce gène-là, c'est pas du génomique complet, on vous génotype juste ce gène-là, et on peut faire un diagnostic de vos risques pour le cancer.
Alors ça pose plein de questions. La première, c'est le brevetage du vivant. Donc en 2 mots, je vous le dis, mais il y a eu des batailles juridiques aux États-Unis, en Australie. Il y a eu des décisions différentes des cours. Et bien, aujourd'hui, le brevet est tombé. La société s'est fait des milliards de bénéfices depuis le moment où ça a été posé en 2009, je pense. Mais aujourd'hui, les brevets sont tombés, ils sont plus reconnus, et donc on a le droit de faire du génotypage. Un médecin a le droit de faire du génotypage sans payer 1 500 € à cette compagnie aujourd'hui. Par contre, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Une fois que vous savez que vous avez un risque plus élevé, ben, vous avez 30% de risque d'avoir un cancer du sein. Alors une première possibilité, c'est vivre dans la crainte toute votre vie. Une autre possibilité plus intéressante, c'est de vous dire je vais faire des examens beaucoup plus fréquents parce que je sais que j'ai un risque, donc on va essayer de faire une détection la plus précoce possible pour pouvoir faire une intervention la plus précoce possible. Et après, on essaie les techniques classiques d'opération, de chirurgicale, de radio, de chimio, etc. Et une autre possibilité, c'est ce qu'ont fait certaines femmes, en fait, c'est de dire, moi je ne veux pas vivre avec ce risque. Et donc, je vais faire une ablation préventive des 2 seins, avec évidemment de la chirurgie esthétique. Mais donc, c'est un choix, il est intrinsèquement individuel, en fait. Chacun doit voir comment il vit avec des risques. Puis c'est très difficile de percevoir un risque. Quelle est la différence entre se dire, j'ai 30% de chance d'avoir avant 65 ans un cancer du sein, parce que c'est associé à des cancers précoces, ou j'ai 1,7% de chance d'avoir un cancer, j'ai 70% de ne pas avoir un cancer du sein. Mais comment je vis avec ces 2 risques? En fait, c'est aussi quelque chose que chacun doit percevoir de sa manière. Mais aujourd'hui, la compagnie 1032andMe, elle vend des diagnostics comme ça avec des centaines de maladies. Et ensuite, elle vous envoie un tableau en vous disant vous avez autant de risques pour telle maladie, autant de risques pour telle maladie, etc. etc. Et aussi une caractérisation de caractère phénotypique qui est très contestable en disant vous avez un génotype vous avez les allèles qui sont associés avec des capacités cognitives élevées, etc., qui sont du pipeau complet en fait. Mais donc, il y a tout un modèle commercial là derrière, mais le lien avec la médecine est très très ambigu, très compliqué. Alors, une autre maladie que je trouve aussi intéressante, c'est la chorée de Huntington. Et celle-là, elle est liée justement à des microsatellites où, pendant la vie de l'individu, chez certains individus qui ont un plus grand nombre de répétitions de ce microsatellite, ça va s'amplifier au fil de la vie. Et en s'amplifiant, ça va, vers les 50 ans, commencer à créer des problèmes et avec une dégénérescence et une espérance de vie bien moindre. Donc là, le fait de le savoir ou pas, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est pas si évident. Aujourd'hui, on peut pas le guérir. Il y a des pistes pour certaines maladies, comme la thérapie génique. Aujourd'hui, on peut faire de la thérapie génique sur des maladies monogéniques simples, et notamment pour une maladie qui est statistiquement associée à la sensibilité à la malaria, l'anémie falciforme, j'en ai pas parlé ici. Donc dans certains cas, ça c'est une piste quand même thérapeutique qu'on peut envisager pour certains types de maladies, en particulier les maladies du sang, on peut envisager de faire de la thérapie génique. Mais pour des maladies qui affectent le cerveau, c'est plus difficile de corriger les gènes à l'intérieur d'un cerveau. Alors, ce qu'on peut aussi envisager, c'est de mettre en place des mesures eugéniques, c'est-à-dire, alors une possibilité déjà, et ça c'est de l'eugénisme qui se pratique en Belgique de façon parfaitement légale, c'est que s'il y a des facteurs de risque dans la famille pour une maladie monogénique, on a le droit, pour notamment provoquer des handicaps graves ou des handicaps qui sont socialement problématiques. Le nanisme par exemple, il y a des formes de nanisme associées à une mutation d'un acide aminé d'une protéine. Et donc là, on a le droit de faire une fécondation in vitro, mais avec un diagnostic préimplantatoire. Et donc, il y a une chance sur 2 que le fœtus soit porteur du mauvais allèle. On peut éviter cet allèle-là. On peut faire la même chose pour certains types de surdité qui sont monogéniques. Et donc, c'est une autre approche du test du diagnostic génétique. Tout ça ne se fait que dans des conditions contrôlées par des médecins en Belgique. Aux États-Unis, on peut faire du diagnostic génétique, des tests de paternité. Selon les États, on le fait ou on ne le fait pas. Alors, l'autre chose, c'est que jusqu'ici, je parle de maladies monogéniques, c'est le cas simple, mais la plupart des maladies qui sont associées à des gènes, elles ne sont pas monogéniques, elles sont associées, elles sont multigéniques et même multifactorielles. Donc là, c'est des études aussi qui ont eu lieu très tôt sur base de ces biopuces, du génotypage complet, où je vais pas vous expliquer comment on fait, je vous dis juste comment lire ce graphique. Donc chacun des 7 dessins ici, c'est un cas d'une maladie, et pour cette maladie-là,
horizontalement, vous avez tous les chromosomes, hein, 1, 2, 3, 4, alors on a une succession bleu clair, bleu foncé pour voir où on passe d'un chromosome à l'autre, tout simplement. Et la hauteur de chaque point représente un SNP, donc une des positions dans le génome où il y a des différences entre individus d'une population. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a une cohorte avec 2000 personnes qui souffrent d'une maladie. On va prendre par exemple l'arthrite rhumatoïde ici, 2000 patients et 3000 personnes qui ne souffrent pas de cette maladie-là, et qui ne souffrent d'aucune des maladies qui sont là en fait. Et on va voir pour chaque SNP s'il y a une fréquence plus élevée d'une des deux formes chez les patients que chez les contrôles, chez les témoins. Et on fait un calcul statistique et la hauteur des points ici, donc chaque point c'est un SNP, et quand les points sont très hauts, ça veut dire qu'il y a une association statistique très forte entre ce morceau-là du chromosome 6 et le fait d'avoir de l'arthrite rhumatoïde. Et vous voyez que pour l'arthrite rhumatoïde, il y a deux régions chromosomiques qui sont très très fortement associées, un morceau du chromosome 6, un morceau du chromosome 1, et puis d'autres, tout ce qui est en vert, c'est ce qui passe le seuil de significativité. Donc ça permet de donner des indications sur des gènes qui sont potentiellement associés à cette maladie-là. Alors, on voit bien aussi que pour le diabète de type 1, il y a des associations extrêmement fortes. Diabète de type 2 aussi, on découvre des régions génotiques, des régions du génome qui sont associées. Mais on sait bien que le diabète de type 2, il est aussi très lié aux conditions environnementales. Souvent, ça se déclenche tard, chez des individus qui ont 50, 60 ans. Et ça se déclenche aussi dans des conditions de stress professionnel, stress familial, dépression, etc. Et donc, il y a un mélange de facteurs génétiques et de facteurs ce qu'on appelle environnementaux au sens large. Pour l'obésité aussi, il y a des facteurs génétiques et ce qu'on mange, la manière dont on se nourrit, aussi le stress et des tas d'autres choses. Et donc on appelle ça des maladies multifactorielles. Alors, quelque chose qui n'est pas forcément une maladie, c'est l'intelligence. Et il y a une étude qui a été faite très tôt aussi par Plomin, qui était un des pionniers de tout le domaine de la génétique de l'intelligence et des facultés cognitives. Et donc, dès 2007, il a fait une étude en Angleterre où il avait 7000 enfants. Il a fait passer des tests équivalents au QI, ce n'était pas des tests de QI, mais équivalents. Il a pris les 1500 meilleurs, les 1500 moins bons, et puis il a testé s'il y avait des allèles qui avaient des fréquences différentes entre les bons élèves et les mauvais élèves. Et c'est assez intéressant, c'est un des rares cas où en science on publie un résultat négatif, c'est-à-dire que la conclusion de l'article c'était il n'y en a pas, on ne les a pas trouvés. Et la deuxième conclusion c'était c'est parce que nos cohortes sont trop faibles et donc il faut qu'on refasse l'étude avec des cohortes plus élevées. Alors je pense qu'il y a d'autres raisons possibles, et notamment le fait que l'intelligence c'est quelque chose qui est extrêmement multifactoriel et que ça ne se mesure pas bien avec une échelle linéaire. Donc on peut discuter de ça, mais il y a une autre étude que je trouve vraiment intéressante sur les maladies psychiatriques. Et là aussi, il y a eu plein d'études qui ont été publiées et qui étaient en dessous du seuil de significativité pendant des années. Et là, chaque fois, on faisait ce que Plomin préconisait, c'est-à-dire qu'on peut dater une étude en fonction de la taille de la cohorte. On a commencé avec des études sur des dizaines de patients, puis des centaines, puis des milliers. Et là, en 2014, il y a eu une étude sur la schizophrénie où il y avait 40 000 individus qui ont été diagnostiqués schizophrènes et 113 000 qui étaient des contrôles, qui n'étaient pas schizophrènes. Il y avait d'autres maladies peut-être, mais pas la schizophrénie. Et là, en fait, cette étude montre 108 endroits dans le génome où on observe vraiment une association très très significative entre un allèle, donc une des formes du SNP, et le fait de déclencher la schizophrénie au cours de sa vie. Donc là, c'est quelque chose auquel moi je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce que justement les diagnostics sur les maladies psychiatriques sont très difficiles à établir, variés, c'est établi par des personnes différentes avec des sensibilités différentes, et puis que la schizophrénie, elle peut provenir de tellement de facteurs, y compris des facteurs sociaux dans le déclenchement. C'est une maladie polygénique, mais aussi multifactorielle avec des facteurs sociaux. Donc je ne m'attendais pas à ça. A posteriori, ce qu'on trouve, c'est que la plupart de ces régions sont des régions où on trouve des gènes qui interviennent dans le fonctionnement des neurotransmetteurs, etc. Donc on se dit, voilà, ça c'est intéressant, on peut voir ensuite. Mais l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire à titre individuel, qu'est-ce que vous faites si vous avez le mauvais allèle? Alors, ce qu'il faut quand même penser, c'est en termes d'estimation des risques, c'est-à-dire que dans la population générale, le taux de schizophrénie est de 1%. Il y a 1% des individus qui deviennent schizophrènes. C'est déjà beaucoup. Ouais. Et par contre, si vous avez le mauvais allèle le plus significatif, celui-ci, le risque de schizophrénie il est de 1,7%. Et donc, la question c'est est-ce qu'on va faire un diagnostic préimplantatoire et une fécondation in vitro en écartant tous les individus qui auront
un des mauvais allèles pour la schizophrénie, sachant qu'ils ont quand même 98,3% de chances de ne pas être schizophrène, alors qu'un individu auquel on n'aurait pas fait le test a 99%. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez limite dans la capacité à utiliser ça pour faire des choix sur la vie des individus. Par contre, c'est extrêmement utile pour essayer ensuite de comprendre quels sont tous les gènes qui sont impliqués là-dedans, éventuellement penser à des thérapies avec des médicaments, en fait, par exemple, qui vont, si on comprend les mécanismes moléculaires qui font qu'un allèle est plus enclin qu'un autre à susciter un épisode de schizophrénie, ben on peut, dans ce cas-là, essayer d'imaginer, de faire de la recherche, en fait, pour trouver des molécules, des médicaments ou d'autres approches. Bon, voilà, ben, oui, donc 23andMe, je vous l'ai déjà dit, vend des services comme ça. Et ça, c'était autre chose sur le brevetage du vivant. Sur le gène BRCA1, donc je vous ai déjà dit, hein, ça a été annulé. Bon, il y a beaucoup de questions là-dessus, mais je vous ai dit qu'il y avait deux génomes au début, deux génomes humains, le projet public, le projet privé. En fait, le projet public a commencé d'abord, et il disait, ben nous, on organise tout avec, c'était un gros projet international, hein, avec des grands centres, notamment le Sanger Institute en Angleterre, et des centres américains et tout. Et ils ont dit, nous, on va pouvoir produire le premier génome en 2004. À l'époque. Donc ils ont annoncé ça au milieu des années 90. Ils ont dit ben, on aura une première version du génome en 2004. Et il y a Craig Venter, qui est un Américain, qui a fondé une compagnie qui s'appelle Celera. Alors Celera avec C, pas SC, mais Celera pour la célérité, la vitesse. Hein. Et donc il a fondé une compagnie, il a dit ben, moi le génome humain, je le termine en 2001. Et si vous investissez dans ma compagnie, en fait, chaque fois qu'on séquence un gène, on pose un pré-brevet. Alors on ne peut pas breveter un gène, mais on peut brever l'utilisation de la connaissance d'un gène pour des fins médicales. On peut breveter une invention, par exemple, l'invention, très contestée et finalement qui est tombée à l'eau, mais de utiliser le génotype du gène BRCA1 pour diagnostiquer un risque pour le cancer du sein. Ben ça avait été breveté. Hein. Et donc, l'idée de Craig Venter, c'était ben, tout ce qu'on séquence, on pose un pré-brevet, et puis après, on a 1 an pour essayer de démontrer une fonction, de trouver la fonction et de proposer une application médicale, et alors on pose un brevet. Et donc il y a plein de gens qui ont investi dans cette compagnie, et comme il proposait de le faire en 2001, c'était parce qu'en fait il bâclait le travail, il utilisait une méthode où on fait le plus facile, c'est-à-dire on séquence les 95% du génome qui sont faciles à séquencer. Le plus difficile dans un génome, c'est de le terminer, et de faire certaines régions, notamment les régions répétitives, les extrémités des chromosomes, etc. Et donc quand le projet public a pris connaissance de cet effet d'annonce, enfin de cette annonce de Craig Venter, ils ont dit ben on change notre fusil d'épaule, on va bâcler le travail aussi, et on va faire un premier brouillon aussi vite que possible, parce que chaque fois que nous on séquence un gène, on le dépose en public, chaque fois que lui séquence un gène, il le dépose dans ces trucs de pré-brevet, et en fait ils sont arrivés sur la ligne d'arrivée exactement en même temps, avec 2 versions qu'on a appelées les brouillons du génome humain, et ensuite le Sanger Institute il a continué le boulot, et ils ont fait les morceaux compliqués, et la version finale du premier génome humain c'était 2004. Bon, aujourd'hui, on a des centaines de millions, enfin, on a des millions de génomes humains et on en aura bientôt des centaines de millions. Voilà, ben c'est tout ce que je voulais vous dire. J'avais encore un chapitre sur l'IA, mais je ne le couvrirai pas. Alors, y a-t-il des questions et commentaires? Oui. Un peu plus fort, ce serait mieux. Oui, ok. Oui, j'entends comme ça. Du coup, vous parlez du fait que c'est compliqué de séquencer justement ces derniers pourcentages du génome humain, donc les régions répétitives, etc. Est-ce que maintenant on a le génome complet? Oui, aujourd'hui on l'a. Je ne sais plus la date, mais aujourd'hui on a une version qui s'appelle T2T, donc ça veut dire télomère, du télomère au télomère. Les télomères, c'est ces extrémités du génome qui sont très compliquées alors elles sont compliquées à séquencer parce qu'il y a plein de séquences répétitives, et puis c'est aussi des morceaux de génome, enfin les extrémités des chromosomes en fait, il n'y a pas beaucoup de gènes fonctionnels là-dedans. Et donc c'était pas très très grave de ne pas en disposer. C'est typiquement des régions qui sont au fil de la vie de l'individu, avec le vieillissement en fait, elles sont rongées, elles deviennent de plus en plus petites, et ça participe au mécanisme de vieillissement cellulaire et individuel. Mais aujourd'hui oui, on dispose de génomes T2T, comme on dit. Oui. En quoi consiste la thérapie génique? Quand on peut associer un gène à une maladie, on peut parfois pratiquer la thérapie génique.
Oui. C'est quoi le principe? Alors le principe, justement, c'est aussi pour ça que ça ne fonctionne que dans des cas très particuliers. Le principe, c'est d'injecter à l'individu malade la copie du gène qui produit la protéine fonctionnelle, la bonne protéine. Et donc un exemple, c'est la drépanocytose ou l'anémie, ça s'appelle anémie falciforme. C'est une maladie qui est liée à l'hémoglobine. Il y a une mutation à une position donnée qui change un acide aminé pour un autre, mais ça déforme complètement la protéine. Et donc l'hémoglobine, les patients qui ont ça, dans leurs globules rouges, en fait, certains globules rouges vont avoir l'hémoglobine forme des fibres, et donc au lieu d'avoir un globule rond, enfin une pastille, comme les globules rouges de la plupart des gens dans cette salle, je pense, ils ont certains globules rouges qui ont une forme de faucille, donc on l'appelle anémie falciforme, forme de faucille, et ça provoque des problèmes de respiration, ça provoque de la fatigue, une espérance de vie moins longue, etc. Et ce qu'il y a, c'est que dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est on connaît les cellules qui forment les globules rouges. Les globules rouges, il n'y a plus d'ADN en fait, mais il y a les cellules précurseurs de globules rouges, les cellules souches qui forment des globules rouges. Ce qu'on peut faire, c'est d'extraire de cet individu des cellules souches productrices de globules rouges, et on injecte le gène dans ces cellules-là, le gène qui permet de produire l'hémoglobine correcte, et puis on réinjecte ça dans le sang de l'individu. Donc on a fait ça dans ce cas-là. Il y a eu une expérience célèbre à la fin des années 90 en France, avec des enfants bulles. Donc c'est des enfants qui, quand ils naissent, ils ont un problème avec une mutation d'un gène qui provoque une déficience immunitaire totale. Donc la première fois qu'ils rencontrent une bactérie, ils meurent en fait. Il faut les soigner avec plein d'antibiotiques, etc. Mais ils n'ont pas du tout de capacité de développer une partie de l'immunité qui est l'immunité acquise en fait. Et là, il y a eu un chercheur français, Fischer, qui a fait une expérience avec une cohorte de 20 enfants, et où il leur a injecté le gène correct. C'est aussi une maladie du sang, donc ça fait le même principe. Mais à l'époque, pour transformer les cellules, on utilisait un virus, un adénovirus. Un virus dont on avait enlevé tous les facteurs pathogènes. Mais comme les virus ont la capacité de s'insérer dans le génome, on avait enlevé tous les facteurs pathogènes du virus et on les avait remplacés par le gène qui code pour cette protéine du système immunitaire. Et ces enfants, en fait, effectivement, ils ont une capacité immunitaire. Ça a marché, ça a super bien marché, et ils ont pu sortir. On les appelle enfants bulles parce qu'ils ne pouvaient jamais sortir de chez eux, ils devaient vivre dans un environnement antiseptique, etc. Et là, aseptique. Et là, ils ont pu sortir de chez eux et rencontrer le monde, en fait. Mais parmi eux, sur les 20, il y en a 5 qui ont développé une leucémie dans les années qui ont suivi. Et la raison, c'était que le point d'insertion de ce virus dans le génome, il est aléatoire. Et de temps en temps, c'est allé taper à un endroit où ça a provoqué une autre mutation qui fait que il y avait la régulation de la division cellulaire fonctionnait plus, et donc certaines des cellules sont parties en division incontrôlée et ont formé un cancer. Alors sur ces 5-là, il y en a 1 ou 2 qui ont été sauvés et d'autres pas. Et donc on a mis un stop à ce moment-là sur la thérapie génique. Mais aujourd'hui, on peut le faire avec d'autres techniques qui permettent exactement de changer à un endroit du génome une séquence pour une autre, le CRISPR-Cas9. Et donc ça a changé complètement la donne. Et aujourd'hui, donc il y a plusieurs maladies pour lesquelles on fait de la thérapie génique. Mais, comme je le disais, c'est des cas particuliers parce que c'est des maladies du sang. Et le sang, il est accessible, on peut extraire les cellules souches et les réinjecter. Ça ne marche pas pour d'autres types de maladies, même monogéniques, du poumon, du cerveau, des choses comme ça. Merci beaucoup pour l'exposé. Une curiosité pour le cancer du sein, tu parlais de risque de 1,7% dans la population générale. Oui. Mais en Belgique, on dit qu'on est à une femme sur 8, ce qui... Oui, effectivement. Je ne sais pas jusqu'à quel âge. Non, je pense que c'est jusqu'à 65 ans. C'est avant 65 ans. C'est le cancer du sein précoce. Mais je devrais vérifier les chiffres parce que les chiffres qu'on trouve dépendent aussi de la source. Et donc, j'ai mis ça en commentaire. Tiens, il faudrait que je vérifie ces chiffres. Mais en tout cas, il y a un facteur considérable de risque pour les femmes qui ont le mauvais allèle. Enfin, oui, le mauvais allèle. Oui. Et si je peux, si j'ai bien compris, les biopuces servent toujours. Elles servent toujours. Oui, aujourd'hui, quand on envoie... Alors, elles ont augmenté de capacité. À l'époque, c'était 500 000 SNP. Aujourd'hui, il y en a 6 millions. Mais elles servent toujours. Elles servent beaucoup dans des études de génomique des populations. Par exemple, là, j'étais au Mexique là, il y a 2 semaines dans un centre où ils font de la génomique des populations indigènes. Et ils étudient justement les migrations des précolombiens aux États-Unis
Et enfin, il y a des études vraiment passionnantes en anthropologie, ouais, en anthropologie physique, quoi, et génétique maintenant, ça s'appelle. Et il y a, bon, mais donc ça, par contre, on le fait soit avec on fait les deux, c'est-à-dire on fait cette technique-là de génotypage qui est très bon marché, et on fait aussi quelques individus pour lesquels on fait le séquençage complet, parce qu'on veut aussi pouvoir découvrir des choses qui ne sont pas dans le catalogue des 6 millions de SNP connus par les études précédentes. Donc on fait les deux, on fait le génotypage complet, 600 €, et alors avec une grosse cohorte, on fait les puces à 50 €. Ça n'a peut-être rien à voir, mais quand on fait des greffes de moelle, est-ce que ça a un lien avec ceci? Est-ce qu'on pourrait penser à être plus précis dans des greffes de moelle avec toutes les données qu'on a ici? Alors, à mon avis, je ne suis pas du tout un spécialiste de la chirurgie et des greffes, mais à mon avis, le fait de disposer de génomes complets d'individus va permettre de faire des tests d'incompatibilité beaucoup plus puissants. Enfin, j'ai l'impression, hein, je devrais vérifier, je suis sûr qu'il y a des articles là-dessus, je pourrais chercher. Donc c'est plutôt une réponse en vrac et hypothétique, mais ça devrait permettre de faire des tests d'incompatibilité beaucoup plus puissants que ce qu'on fait classiquement. On fait déjà des tests d'incompatibilité avec les facteurs d'incompatibilité, les groupes sanguins, mais pas seulement, il y a les types majeurs d'incompatibilité, etc. À mon avis, on devrait pouvoir améliorer ça. Ce que je pense qu'une des voies aussi pour les greffes, alors je ne sais pas pour les greffes de la moelle uniquement, mais pour d'autres choses, c'est qu'on connaît maintenant les facteurs de différenciation cellulaire. Et donc une des pistes, c'est plutôt de prélever des cellules de l'individu même, de les dédifférencier, et puis de les orienter vers une voie de différenciation en cellules souches. Donc ça se fait par exemple pour les individus qui ont des gros problèmes cardiaques. Il y a des compagnies en Belgique qui développent des technologies pour créer des cellules souches, mais à partir du génome, enfin des cellules de l'individu même. Et donc là, on a une compatibilité totale. Et donc ici aussi, mais c'est plutôt en biologie cellulaire hein, et la biologie du développement qui ont permis de caractériser des manières d'orienter des cellules en culture vers la formation de cellules souches pour un ou l'autre des organes ou des tissus. Ouais, il y a une question là. Je voulais savoir si on a parlé des États-Unis, de l'Europe et tout ça, mais en Chine, je suppose, enfin, voilà, ils ont leur projet et ils ont aussi, ils peuvent prendre des décisions au niveau centralisé pour ce qu'ils pensent être le bien, disons, commun. Est-ce qu'il y a là, au niveau, que ce soit de l'eugénisme ou de l'utilisation de certaines données, est-ce qu'on connaît ce qu'ils sont en train de faire par rapport à ça? Parce que si on imagine une utilisation un peu orwellienne, je ne sais pas, on va tout de suite penser à la Chine. Oui, surtout quand on voit l'ampleur du projet, hein, 100 millions de génomes rien qu'en Chine. Hein. Alors, le fait de savoir ce qu'ils vont en faire, non, personne ne le sait. Mais moi, je me souviens qu'il y a 10 ans, il y avait eu une visite à Marseille du directeur de l'Institut de séquençage de Pékin. Oui, il faut savoir que la grosse technologie de séquençage massivement parallèle, elle a été rachetée par la Chine, et c'est eux les principaux producteurs de ces machines-là, et qu'ils offrent aussi même, moi par exemple, dans mon labo à Marseille, on a une équipe avec des séquenceurs, etc. Mais si des biologistes viennent chez nous et qui payent pour faire du séquençage, ça leur coûte plus cher que s'ils envoient leurs échantillons en Chine et qu'ils obtiennent les données en retour. Alors on n'a pas le droit de le faire avec des données humaines, par exemple, hein, mais néanmoins c'est quelque chose qu'il faut chaque fois. Alors ce qu'offre mon labo aussi, c'est l'équipe, la plateforme de séquençage, c'est un service aussi d'interprétation, d'analyse des données, etc. C'est surtout pour ça que les chercheurs viennent chez nous. Mais en tout cas, la Chine est sur ce marché-là, sur le marché du séquençage, elle est incomparable à tout le monde. Le directeur de l'Institut de séquençage de Pékin, il est venu donc à Marseille faire une conférence il y a une dizaine d'années. Et donc là, ce qu'il disait, c'est on va lancer un énorme programme et un de nos buts, ce sera de trouver le gène de l'intelligence. Je trouvais ça très réducteur quand même, et je lui ai posé cette question-là, oui, mais alors bon, comment ça va se passer du point de vue de l'utilisation qu'on va faire? Imaginons qu'on trouve ces gènes de l'intelligence ou des gènes associés aux maladies, et en fait, il n'a pas vraiment répondu super clairement. Mais je ne suis pas sûr qu'il avait l'autorisation de répondre super clairement non plus, donc c'est compliqué. Merci. Donc la Chine est inquiétante, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, les États-Unis aussi sont relativement inquiétants.
avec justement cette capacité d'avoir des entreprises qui n'ont pas beaucoup de scrupules à utiliser ces données? Est-ce que vous pensez qu'on a des mécanismes suffisants de protection de ces informations, ou finalement, on faut s'en inquiéter? Alors, ça dépend qui, effectivement. Moi, je partage votre inquiétude un peu sur ce qui peut se faire aux États-Unis aujourd'hui. Maintenant, ça fait 20 ans que j'en sais. Ici, à l'ULB, le premier cours que j'ai donné dans ma vie, c'était pas des cours de bioinformatique ou de biostatistique. C'était un cours qui s'appelait Enjeux sociaux et écologiques de la biologie, et c'était un cours donné aux anthropologues. C'était vraiment le cours je peux le dire, c'est le cours que j'ai préféré donner dans ma vie. Et en fait, depuis le début, en fait, c'est une question que je pose, c'est-à-dire on va aller vers la caractérisation des individus, les génomes, etc. Aujourd'hui même, en Belgique, en France, on est dans des États démocratiques, mais qu'est-ce qui se passera dans 20 ans? Alors si vous séquencez votre génome aussi, il y a toute une question sur la propriété des données, parce que moi, si je fais séquencer mon génome et que je décide même de le mettre en public, parce qu'on peut faire ça, hein, je le mets en public, ben, je mets la moitié du génome de chacun de mes enfants en public. Alors on ne sait pas forcément quelle moitié, sauf pour mon fils qui a mon chromosome Y, ou pour ma fille, elle a plutôt les mitochondries de sa mère. Donc, mais le principe c'est celui-là, c'est qu'en fait la donnée, elle est personnelle, elle est identifiante, et elle a une valeur prédictive pour la santé. Et aussi, ceux qui sont très demandeurs de ces informations-là aux États-Unis, c'est les compagnies d'assurance et les employeurs. Alors en 2009, Obama a fait passer une loi qui s'appelle GINA, c'est Gene Information National Act ou un truc comme ça, qui dit qu'il est interdit dans tout le territoire des États-Unis aux employeurs et aux assureurs de faire du génotypage ou d'exiger un génotypage des candidats à l'emploi ou de leurs affiliés. Alors les assurances disent bah, ça c'est inéquitable parce que le patient connaît ses risques et nous, enfin l'assuré connaît ses risques et nous ne le connaissons pas. Donc c'est un gros débat, c'est un débat pas simple. Mais c'est le débat entre une assurance privée où on va calculer les primes et si vous avez vraiment des gros risques, bah, vous serez inassurable, et une mutuelle en fait, c'est-à-dire un partage des risques en sachant que chacun paye et qu'il espère ne pas bénéficier de la cotisation qu'il paye. Et donc c'est vraiment ce modèle différent entre une mutuelle ou une sécurité sociale et un système qui est basé sur l'assurance. Donc aux États-Unis, la question se pose aussi. Obama a statué sur cela. Je pense pas que il est possible que ça tienne pas très longtemps aujourd'hui. Maintenant en France, qu'est-ce qui se passera dans 20 ans? J'en sais rien. Enfin, ou en 2027. Difficile à savoir, mais on n'a pas le même. Enfin, je pense que même si en France l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est pas la même chose que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, c'est quelque chose de compliqué. Deux des directeurs du projet de séquençage génomique français là, et qui sont à la tête du projet, hein, et c'est un projet orienté santé, donc. Vraiment, bah, si on a un cancer, le fait de séquencer son propre cancer, ça permet d'orienter la thérapie et de gagner peut-être des mois sur ce qu'on appelle l'errance thérapeutique. Hein, on essaye une molécule en chimio, puis une autre, et puis en fait on aurait pu savoir sur base du génome que celle-là, chez les patients qui ont ce génotype-là, ça ne marche pas. Et donc on aurait directement sauté une étape et peut-être sauvé la personne. Donc dans le cas du cancer, c'est tout à fait légitime de le faire et c'est vraiment au bénéfice évident du patient. Mais néanmoins, par exemple, ces deux personnes-là qui dirigent ce plan-là, moi je leur ai demandé, toi tu ferais séquencer ton génome? Ils disent jamais de la vie, moi je ne vais pas faire séquencer mon génome, enfin, sauf s'ils ont un cancer évidemment. Mais ça ne leur plairait pas de faire séquencer leur génome et de le mettre dans une base de données nationale, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas ce qu'on en fera dans 20 ans.